Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler de le Conscious Unbossing? Je suis sûr que non, on va tout vous expliquer avec Valérie Pinardon, elle est senior manager chez Robert Walters, elle est notre invitée. Le grand entretien, on va essayer de se faire, comme on dit chez les Jones, une petite tranche de rire et on va accueillir Clovis Henrion. Vous l'avez peut-être vu ou vous le suivez peut-être sur les réseaux sociaux. Il est créateur de contenu, on l'appelle le télétravailleur. Et c'est vrai qu'il raconte la vie au télétravail ou le télétravail et la vie d'une manière très humoristique. Il sera notre invité dans quelques instants. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, 5 jobs éco-responsables, rémunérateurs et en tension. On fera le point avec Olivier de Préville, il est président et fondateur de Headhunting Factory. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour découvrir peut-être une expression nouvelle dont vous n'avez jamais entendu parler, Conscious Unbossing. Vous voyez, même moi je bute puisqu'elle n'est pas encore tout à fait rentrée dans le langage commun. Valérie Pinardon, ravi de vous accueillir. Vous êtes senior manager chez Robert Walters, spécialiste en recrutement, oui. Et vous allez nous éclairer sur cette expression du Conscious Unbossing. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est tout simplement un rejet délibéré des structures hiérarchiques qu'on peut connaître habituellement dans les entreprises. Donc c'est un phénomène que vous avez identifié à travers une publication portée par Robert Walters. C'est récent, c'est nouveau, c'est post-Covid, c'est un phénomène qui s'est amplifié. Comment on le situerait ? En effet, on le décèle surtout depuis cette période post-Covid. Elle est de plus en plus prononcée et on le voit surtout auprès des jeunes professionnels aujourd'hui. Alors, les jeunes, c'est intéressant parce que la Gen Z, dans l'étude, seuls 2 jeunes professionnels sur 10 envisagent de devenir manager. C'est-à-dire que quand un supérieur hiérarchique dit « j'aimerais bien que tu prennes des responsabilités », il a entre 25 et 30 ans ou 20 et 30 ans, il dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est ça qui se passe. Oui, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils ont évolué dans un environnement économique et géopolitique qui peut être morose et ils y voient beaucoup d'inconvénients sur ce poste managérial. Mais c'est quoi ? C'est un désengagement, c'est la conscience que manager, c'est compliqué, qu'il faut gérer des hommes, que ça génère des tensions avec tous les sujets qui impliquent le management. C'est ça qui bloque ? En fait, pour beaucoup, ils se rendent compte ou ils se disent que le poste de manager, c'est un stress supplémentaire, une charge de travail supplémentaire, des décisions qui peuvent rester limitées et un manque de reconnaissance vis-à-vis de la hiérarchie ou des collaborateurs, tout simplement. Donc, ils ont intégré toute la complexité de ce poste et tous les désagréments qu'il peut apporter. Parce que vous nous dites manque de reconnaissance, difficulté de faire appliquer parfois des règles qui viennent d'en haut. C'est ça la réalité du manager. Oui. Et en fait, encore une fois, on s'en est vraiment rendu compte, et ça a beaucoup évolué depuis le post-Covid, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, il y a cet équilibre vie pro, vie perso qui est très importante. Et donc, ils veulent retrouver ce bien-être au travail. Et même lorsqu'ils évoluent sur ce poste de manager, ils veulent retrouver ça, ce bien-être au travail, équilibre vie pro, vie perso, pas de surcharge mentale et conserver également le télétravail. Ils sont exigeants quand même, ces Gen Z. Après, c'est à nous de nous adapter à cette génération, de bien ça, c'est intéressant, c'est à nous de nous adapter. Bien sûr, oui, c'est à nous de bien les connaître. Et nous, en tant que manager ou même directeur, il faut connaître chaque membre de son équipe au travers de points réguliers, d'évaluation, d'entretien annuel, pour voir en effet vers quoi ils souhaitent évoluer. Parce que même s'ils ne veulent pas aller vers un poste de manager, ok. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire ? Oui, c'est un vrai sujet. C'est qu'à un moment donné, comment tu veux grandir dans l'entreprise ? Donc, ils sont plus dans une structure horizontale, si j'entends, que de la verticalité, tout en cherchant, si j'ai bien compris, dans la Gen Z, puisqu'on a fait plusieurs émissions sur ce sujet, ils cherchent quand même du cadre, ils cherchent quand même du retour, du feedback. Ils recherchent ça, ces jeunes. Bien sûr, ils veulent de l'accompagnement. Et ce qui est important en tant que bon leader, c'est de garder ce leadership tout en pouvant être rassurant en accompagnant comme il se doit ses collaborateurs, mais toujours en gardant cet environnement de bienveillance. Concrètement, ça pose la question de la place des managers, du rôle des managers. C'est-à-dire que si les entreprises n'arrivent pas à pourvoir ou à faire grandir, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime les postes de managers, on réinvente le système, ou il faut quand même malgré tout mettre des managers ? Oui, bien sûr, mais après c'est à nous de les identifier.
de pouvoir correctement les accompagner et de leur donner envie d'aller vers ce poste-là. Et moi, c'est ce que je dis toujours, quelqu'un qui aura été bien managé, bien accompagné, s'il a les compétences pour être manager, en fait, instinctivement, il aura envie de reproduire ce schéma-là. Donc vous dites que si on prépare bien ce jeune collaborateur et qu'on le fait grandir doucement en l'encadrant, oui, on a toutes les chances qu'il accepte de devenir manager. Tout à fait. Donc c'est l'entreprise qui doit se remettre en question dans l'accompagnement qu'elle a de ses collaborateurs. Il faut trouver des solutions. Quelqu'un qui est bon, on ne peut pas prendre le risque de le laisser partir de toute façon. C'est clair. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire, où il faut être vigilant. Et attention, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aussi peuvent faire évoluer des personnes sur la partie managériale pour récompenser parce que la personne est bonne dans ce qu'elle fait, mais sans avoir forcément identifié les compétences. Ce chiffre, et deux chiffres d'ailleurs, 44% des personnes que vous avez interrogées, parce que c'est à découvrir évidemment sur le site Robert Walters, 44% d'entre eux souhaitent changer d'entreprise, oui, versus 20% déclarent vouloir créer leur propre structure, et seulement 13% rester à leur poste. Oui. Et il y en a 42% qui déclarent se sentir moins engagés. Enfin, c'est des indicateurs qui ne sont pas très bons pour l'entreprise, ça. Oui, mais encore une fois, tout se fait sur la communication et sur le dialogue. Il faut savoir ce vers quoi il souhaite évoluer. Et même nous, aujourd'hui, voilà, Robert Walters, on a un cabinet de recrutement et d'intérim. On a des collaborateurs qui sont très bons, qui ne souhaitent pas s'orienter vers la voie managériale. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder au sein de notre entreprise ? Malgré tout. Voilà. Et donc, on peut élargir son scope. La personne peut intervenir sur d'autres recrutements, aller développer une autre zone géographique. On peut trouver des solutions, bien évidemment. Très intéressant à découvrir. Je leur dis, c'est une étude qui est sortie en décembre 2024, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant, à découvrir, qui est très intéressante et qui permet de découvrir à la fois cette expression de conscious unbossing, qui va bien sûr beaucoup plus loin sur l'analyse, je dirais presque psychologique de la Gen Z face à la hiérarchie. Merci Valérie Pinardon de nous avoir rendu visite. Senior manager chez Robert Walters. On tourne une page, on va essayer de rire un peu parce que on a dit que le télétravail était en train de refluer, c'est-à-dire que les entreprises demandaient aux collaborateurs de revenir en poste. Ben, on va accueillir un humoriste, un influenceur, je ne sais pas comment on peut le définir, qui s'amuse beaucoup et qui s'appelle le télétravailleur et qui se moque de tous les travers du télétravail. On va rire un tout petit peu avec lui et je l'accueille. Le grand entretien pour partir à la rencontre d'un un influenceur, un humoriste. Comment vous définissez d'ailleurs Clovis Henrion ? Créateur de contenu, pour faire simple. Clovis Henriot, créateur de contenu, le télétravailleur. C'est comme ça que vous vous définissez sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présent sur Insta. On a une tradition, parce qu'on a reçu, vous avez forcément regardé nos émissions, puis vous vous êtes dit, tiens, à quelle sauce je vais être croqué. On a eu Lucie Carbone, on a eu quelques humoristes qui font la radio et qui nous racontent des choses de l'entreprise. Et la tradition, c'est, mais vous êtes qui derrière l'humoriste ? J'ai vu que vous aviez quand même été un très bon élève. Hein. Vous avez vécu dans la boîte, vous ? Oui. Vous êtes tombé dedans, quoi. Oui, très bon élève, on va dire. Je me suis fait à l'idée de devoir cocher les cases parce qu'il y avait un bruit extérieur qui me forçait à les cocher. Mais en fait, en poursuivant un peu ces rêves qui n'étaient pas les miens, je me suis rendu... Ceux de vos parents, j'imagine. Ceux des parents, ceux de l'école, c'est le discours un petit peu qu'on nous sert, les grands critères objectifs de réussite. C'est vrai qu'à un moment, ça me convenait plus, quoi. Et à quel moment ça bascule ? Juste, on va regarder des vidéos pour qu'on comprenne bien ce que vous nous racontez et le style et la patte que vous avez, mais... À quel moment ça bascule ? Parce que vous avez fait quoi ? Des grandes boîtes, des grands comptes, des grandes entreprises ? Oui, c'est ça, surtout des grandes banques. Je travaille beaucoup dans le secteur financier. J'ai été consultant, donc prestataire. Ordinateur, costard. Ordinateur, là, c'est ça, hein, le tout, un doudoune sans manche, la cravate, la main sur la couture du pantalon. Et je me suis énormément d'abord amusé parce que la matière était nouvelle, elle était aride et j'aimais bien... le fait que ce soit un job difficile par la matière en fait, le défi, avec quoi. laquelle c'est ça. Et en fait assez vite, je me suis ennuyé comme je pensais pas qu'on pouvait s'ennuyer. Voilà, je savais pas que c'était possible à ce point. Et c'est au moment où l'ennui vous gagne que vous comblez ce grand vide
en vous disant, il faut que je trouve un sens à ma vie, quoi. Je me suis d'abord beaucoup ennuyé de façon complètement stérile, sans solution, vraiment un peu en regardant le plafond, en me disant mais combien de temps ça va durer, et on me L'enfer. disait, l'enfer. Et on me disait que ça allait durer jusqu'à la retraite. Et là, il fallait trouver une alternative. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai essayé des choses. Pendant le Covid, on s'est tous, je pense, beaucoup cherché, etc. Je fais de la poterie, j'ai fait de la céramique, j'ai vraiment Du fait- footing, Ouais, non, vraiment, macramé. j'ai essayé de faire plein de choses sans qu'il y ait vraiment rien qui me gagne. Et puis je fais un peu de scène, j'ai fait un peu de stand-up sans avoir vraiment grand chose à raconter. Donc ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis un peu après mon mariage, je me suis dit on a ce projet de fonder une famille avec ma femme, et je me suis dit ce serait quand même bien pour nos enfants que j'ai une. Ouais. En fait, C'est troublant ce que vous dites, parce que souvent, pour mes enfants, moi j'ai plutôt envie d'être banquier et d'avoir un bon poste devant un ordinateur que de me jeter dans l'aventure. Ouais, Je sais pas. Ouais, je comprends, mais moi, le calcul, il s'est fait un peu à l'inverse. Ouais. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de montrer un exemple de réussite. C'est con à dire comme ça, mais humaine, c'est-à-dire épanouie, Je comprends très bien. plutôt quelqu'un d'épanoui, Ouais. Quitte à être un petit C'est peu assez à en danger contre-courant, on va dire, même si par ailleurs il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin, ça fait partie de Ouais. cette génération des jeunes, plus de 30 ans je pense, qui disent bon, je renverse la table. Est-ce qu'on peut quand même se faire plaisir? Parce que aller sur Internet, et vous irez évidemment après l'émission, mais ça c'est le télétravailleur du lundi. Voilà, ça c'est le télétravailleur du lundi. Regardez, puis on va essayer évidemment d'abord riez évidemment, et puis on en parle après. Putain. Ouais, Thibaut, une seconde. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on est lundi, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on va pas se laisser abattre pour autant, hein, il nous reste toute la semaine après. Hein. Ah bah ouais, Thibaut, mais lundi, ça se fait au mental, hein. C'est un peu la barre des 30 km à un marathon, sauf que là, tu commences la course par la barre des 30. Donc ça surprend un peu parce que tu sors du week-end, des balades au parc et du poulet haricot vert dominical, mais si tu réfléchis à deux fois, lundi, c'est un peu un jour comme les autres. Hein. Tu sais, si tu commences à trop intellectualiser le lundi, tu finiras jamais la course. Hein. Le lundi, ça se rationalise. C'est un peu comme le dimanche soir. Si tu commences à trop écouter ton cerveau droit, bah, tu peux être sûr que tu vas pas t'en sortir. Hein. Bah, comment je fais? Bah, moi, Thibaut, je suis content d'aller bosser tous les matins. Bah non, Thibaut, je fais comme tout le monde, je suis dans le déni. Tu crois quoi, toi? Ça, c'est excellent. C'est gentil. Non, mais c'est excellent aussi parce qu'il y a quand même un jeu de comédien dans le ton, la fluidité, la façon. Donc, ça se travaille combien de temps à l'avance avant de sortir ce produit-là pour nous faire découvrir un peu vos coulisses? Franchement, c'est assez variable. Il y a des vidéos qui sont, j'allais dire, inspirées, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout un rôle de composition. Donc, Vécu. c'est vécu, donc ça vient assez naturellement. En termes de, je sais pas, une vidéo, pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo d'1 minute, ça demande à peu près, je sais pas, 5 prises pour être sûr. Donc 10 minutes, plus 1h30 de montage avec le sous-titrage. Ouais, c'est ça, en fonction, c'est 2-3 heures par. Ça fait une par demi-journée, vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous en publiez combien de ces vidéos? Parce qu'il faut quand même avoir de l'inspiration. J'essaye de publier une vidéo par jour du lundi au vendredi. Waouh! Donc vous avez quand même dans votre statut d'humoriste de contenu ou créateur de contenu, vous avez votre lundi vous aussi quand même. J'ai mon lundi. Eh ouais, vous l'avez, votre lundi, là. J'ai mon vendredi, j'ai mon creux de la semaine. J'ai répliqué, si vous voulez, le rythme de travail d'un job de bureau dans la création de contenu. Avec bien sûr une grosse marge de progression en termes d'organisation dans le travail. J'ai encore plein de choses à apprendre et à mettre en place pour que ce soit du travail, mais du travail efficace. Alors, qu'on mette les choses bien au clair. Le télétravail est en train de refluer. Ouais. Est-ce que Clovis Henriot va lui aussi refluer? Est-ce qu'il va rapetisser? Parce que ce sujet-là est posé aujourd'hui. Vous avez bien vu que les entreprises disent allez, tout le monde revient, on se met autour de la table, open space, tout roule. Est-ce que ça va réinfluencer? Ou alors vous allez rester sur cette espèce de couloir qui vous réussit bien d'ailleurs? Alors, c'est une bonne remarque et c'est une remarque que je me suis faite. Et en fait, je garde un pied dans l'entreprise parce que j'ai encore un entourage qui travaille dans les bureaux. J'y travaille aussi de façon indirecte parce que j'ai des clients qui travaillent en entreprise. Donc je remarque un peu ce rétropédalage, ce retour en arrière vis-à-vis du télétravail. Donc j'ai un peu préempté de ça en m'installant dans des bureaux.
c'est-à-dire que j'ai installé mon entreprise, ma boîte de production qui produit le télétravailleur dans des bureaux, et donc j'ai une vie de bureau, c'est-à-dire que tous les matins je vais au bureau et je reviens le soir, etc. Donc Clovis, vous n'avez pas totalement coupé le cordon. J'ai pas du tout coupé le cordon. Et c'est ça qui Ouais, est complexe dans votre discours. J'ai pas coupé le cordon avec l'entreprise, parce que pour moi l'entreprise c'est un projet, c'est pas forcément un bureau, un manager. Donc c'est pas le manager gnangnan qui vous demande des comptes quand Non, vous êtes en vacances non. sur les pricing. Ouais, non. C'est Et clair. parce qu'il faut aller la voir, celle-là, faites une mauvaise manip. Bon, il y a l'arrière-bureau, Oui. comme tout le monde fait avec ses visios, on a l'impression qu'on est à New York. Et bam, vous balancez. Et puis, manque de bol, c'est la vision piscine, quoi. C'est ça. C'est génial. Ouais. Et ça, c'est arrivé, je pense, à plein de collaborateurs. Je pense aussi. Mais mais pour reprendre un peu ce que vous disiez sur ce retour au bureau, je l'ai complètement intégré, on va dire, dans ma ligne éditoriale. J'ai même annoncé une saison 2 avec des activités qui se feront en présentiel. Alors Ouais. j'aurai toujours un peu de télétravail, et j'ai d'ailleurs fait quelques vidéos avec mon fils que j'embrasse, avec qui on fait une scène à la maison, donc en télétravail. Donc voilà, c'est pour en fait suivre l'organisation hybride, mais que ce soit à distance ou en présentiel, le travail sera toujours une source d'inspiration. Donc, le Covid, c'était il y a 4 ans, 2021, vous basculez, vous êtes là aujourd'hui lancé. On se projette toujours. Ouais. Dans 10 ans, là, vous vous voyez toujours dans votre entreprise, dans votre projet de télétravailleur ou de producteur de contenu, où vous vous dites, j'ai réussi ma transition, mais je vais partir sur autre chose, parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Dans 10 ans, vous êtes où? Alors, c'est une question que j'ai toujours redoutée pendant les entretiens d'embauche. Bah oui, c'est je vous à remercie, chaque fois. Je vous remercie. Je suis désolé, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Soyez un peu Non, sérieux. au contraire, en 10 ans, déjà j'ai du mal à me voir demain après-midi, mais c'est vrai que dans 10 ans, on va faire l'exercice. En fait, je me vois producteur de contenu en fait, qui me font kiffer. En fait, c'est assez simple. Donc ce type d'humour, ce type de produit, en fait. Oui, c'est ça, c'est donner. J'ai une formule un peu basique, mais c'est prêter à rire, donner à penser. Donc l'idée, c'est de faire de l'humour sur des sujets sérieux. Le monde de l'entreprise en est un. La crise existentielle, c'est un sujet. Quand on voit le succès de la saison 2 de Bref, je ne spoile pas, mais il y a beaucoup de thématiques qui sont des thématiques qu'on avait peut-être un peu laissé de côté, et justement on met la lumière un peu sur les enjeux de santé mentale aujourd'hui, sur l'importance d'être épanoui, d'être à sa place, d'être bien avec quelqu'un, d'être bien soi-même, d'être centré, d'être ancré, d'être dans le flow. Enfin, il y a plein d'expressions, et je trouve que c'est un terrain de jeu assez formidable de trouver sa place, et de à quel point on est mauvais sur le chemin qui nous y amène, quoi. Mais les entreprises, les collègues, les managers, parce que bon, malgré tout, on garde toujours des liens, même quand on a. Bien sûr. Comment ils vous regardent, comment ils s'observent eux-mêmes, parce que vous faites une satire terrible du manager, c'est-à-dire le type, ce jargon, ça jargonne, envoie-moi le pricing. J'en ai toujours voulu beaucoup plus au rôle qu'aux hommes et aux femmes, en fait. Ouais. L'enveloppe, c'est ça, c'est le statut, c'est la fonction. J'en ai jamais voulu à personne à dominer, enfin, je veux dire, une tutti personae. On se confond dans un rôle, parfois, un jour, on met un costume et puis on se rend compte qu'il, d'un coup, il est trop grand et trop petit, ou alors, justement, au contraire, il est parfaiement à notre taille, parce que le différentiel qu'il y a entre ce qu'on est et notre statut. Vous les faites bouger, ces managers? Je parle de leur fonction, parce que là, vous les secouez. Enfin, il y a une autre scénette assez géniale où ça jargonne, on attend Gilles qui est pas arrivé, les enfants braillent, il faut couper le micro, puis tout d'un coup on commence à partir sur les dossiers, et ça jargonne. Et puis vous jouez le jeu aussi, vous avez le ton qui va bien, en fait, un peu faillot. Mais vous le dites, hein, c'est un jeu. Mais en fait, c'est un jeu avec. C'est un jeu, il y a des règles, il y a des gens qui sont bons à ce jeu-là, et il y a des gens que ça n'amuse pas du tout. Et en fait, moi, ça m'a amusé au début parce que c'était nouveau, puis ensuite ça m'a saoulé parce que c'était faux, et parce que c'était pas moi, en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Et en fait, il y avait aussi une chose, c'est que je me détestais d'être bon dans quelque chose qui ne me faisait absolument pas rêver. Donc en fait, vous en faites un peu une forme de psychanalyse, cette affaire-là. Oui, c'est une psychanalyse. Vous vous soignez avec toutes ces vidéos-là. Mais je suis pas malade. Enfin, je suis pas malade. Non, mais non, mais je veux dire, j'en ai pas. J'ai souffert de m'ennuyer, mais j'en ai jamais voulu à qui que ce soit de m'être ennuyé. Je me suis toujours dit que si je m'ennuie, c'est de ma faute, et que en fait, j'avais qu'à trouver quelque chose de mieux à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les fonctions dans l'entreprise, mais c'est pas une satire de l'entreprise, parce qu'on a le sentiment quand même que vous avez du respect pour l'entreprise, l'entrepreneur et le projet. J'ai le plus grand respect pour les gens qui composent les organisations, les entreprises. J'ai une grande
tristesse quand je regarde des gens qui ne sont pas à leur place, en fait. J'ai vu malheureusement beaucoup de gens qui me servaient un discours en me disant heureusement que j'ai un travail. Et moi, je me disais, alors j'entends le heureusement, mais j'entends la tristesse et j'entends un peu le côté un peu morose de la chose. Heureusement que j'ai un taf. Ouais, bah oui. Ouais. Et mais qu'est-ce qui te rend heureux? Tout le reste, d'accord. Et donc, mais tout le reste, ça occupe quoi comme pas proportion? beaucoup, en fait. C'est 10-20% de ta vie. Ouais. Sinon, 80% de ta vie, tu la passes à t'ennuyer profondément au bureau, ou à t'ennuyer, ou à subir. Des conflits. Je sais pas, des conflits. T'es mis dans des réunions, tu comprends que dalle. T'as pas envie d'être là parce que c'est pas tes sujets. T'es faiseur de roi ou faiseur de reine. T'auras jamais voix au chapitre. T'en souffres, c'est dommage. Si t'en souffres pas, ça va. Mais en fait, c'est juste le positionnement par rapport à tout ça avec soi-même. Avant de nous quitter, Clovis Henriot, vous avez parlé de clients tout à l'heure, donc vous accompagnez aussi des entreprises. Vous avez aussi de temps en temps, vous mettez un pied dedans pour les secouer. Je les secoue. Alors, je les secoue parce qu'ils demandent aussi à être un peu secoués. Ils se disent ce discours-là, il est un peu nouveau. On a envie d'en profiter parce que je pense que ça nous serait profitable et ça nous donnerait peut-être une perspective un peu différente. Et donc, je ne sais pas si j'accompagne des entreprises, mais en tout cas, j'intègre des moments de vie d'entreprise, des réunions, des plénières, des séminaires, etc., où j'essaye de, pas prêcher la bonne parole, mais j'essaye de... Ça se nourrit. C'est intéressant, ça se répond. Une sorte de critique, parce que souvent, j'assiste en fait à des réunions qui sont super chiantes, et je fais la satire de ce qui vient de se passer. Et donc, le fait de prendre du recul sur l'événement, c'est un peu ça. Et donc, j'ai les costumes, j'ai la posture, j'ai les mots, etc. Sauf qu'on en rigole, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez tous les codes, mais vous les tortillez, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas tant les codes, c'est plus le côté... c'est pas tant le costume, c'est le fait qu'il nous plaise ou pas. Si le costume nous plaît, très bien, il n'y a pas de problème. Quand on n'est pas bien dans le costume. Et si t'es pas bien dans le costume et toi, t'aimes le Bermuda et les tongs, allons-y, quoi. Et là, avant de nous quitter, il y a quand même cravate avec veste en velours. Donc en fait, j'adore. c'est votre paradoxe, quoi, en fait. Ouais, mais j'adore. Un peu d'entreprise et en même temps... Mais beaucoup d'entreprises. Parce que pour moi, l'entreprise, c'est un projet noble. Un projet noble, c'est le projet, c'est la création, c'est l'activité, c'est l'orientation productive qu'on donne à nos vies. Le job, j'ai un problème avec le job. C'est ça. Et avec celui qui enfile une espèce de veston un peu étriqué du manager un peu... Je trouve qu'il faut choisir son job. Et parfois, le job nous choisit et on le subit un peu. Et c'est dommage parce que elle n'est pas là dans notre zone de génie. Et il faut la trouver. Clovis, vous avez des milliers, des centaines de milliers sur les réseaux sociaux, notamment Insta, parce que vous êtes très présent sur Insta, c'est votre réseau social, mais vous êtes partout. Allez voir, marrez-vous, parce que entre midi et deux, tiens, vous faites un petit Clovis à la cool, vous mangez, vous l'écoutez, vous allez vous marrer. Merci Clovis Henriot d'être venu nous rendre visite, créateur de contenu, le télétravailleur, avec quelques petites variantes en saison 2, parce que le télétravail est en train un peu de disparaître. Merci à vous. Merci à vous. On tourne une page. On va revenir à des sujets éminemment sérieux, vraiment sérieux, et j'accueille mon invité et ses fenêtres sur l'emploi. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement, et pas n'importe quel type de recrutement. Les jobs éco-responsables, notamment, qui deviennent rémunérateurs. Et puis on parlera aussi des métiers sous tension, et ce n'est pas forcément des métiers de cadre. On en parle avec vous, Olivier de Préville. Ravi de vous accueillir. Président fondateur de Headhunting Factory, 30 ans d'existence, 200 collaborateurs. Entreprise que vous avez fabriquée, montée avec vos petites mains. Aujourd'hui, c'est une success story. Et on va parler recrutement. Commençons par les jobs éco-responsables, qu'on appelle éco-responsables. Auparavant, peu connus, peu rémunérateurs. Là, aujourd'hui, ils sont attractifs, on cherche, et ils sont rémunérateurs. Est-ce que je résume bien ? Exactement, ils sont rémunérateurs et surtout, on les cherche. Pourquoi on les cherche ? Parce que vous avez aujourd'hui deux marchés. Vous avez le marché visible. Le marché visible, c'est le marché des candidats qui répondent aux sollicitations des cabinets de recrutement, des annonces, des job boards. Et puis, vous avez le marché caché. Et de plus en plus de candidats se mettent sur le marché caché. Là où autrefois, tout le monde essayait d'être visible, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que ces gens-là sont en poste, ils ne recherchent pas automatiquement. Ils ne sont pas pour autant heureux.
Et donc, si on sait aller les chercher directement en chasse de tête, ben, on les trouve. Donc ça, c'est votre mission. C'est notre mission. Et ça, c'est votre savoir-faire. Ouais. Il y a les jobs éco-responsables et il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, dont on ne parle jamais assez et qui sont en fait intimement liés à la réussite de la réindustrialisation de la France, dont on parle beaucoup. C'est les métiers sous tension de type technique. Les chaudronniers, les électromécaniciens, enfin tous ces métiers dont on a besoin pour construire une fusée, une centrale nucléaire, un bateau. C'est ça les sujets. Pour n'importe quoi, toute usine en France, toute activité qui nécessite des postes pénuriques ne peut fonctionner si elle n'a pas les candidats. Donc autrefois, en effet, on laissait la place libre aux fonctions cadres. Aujourd'hui, la majorité de nos clients nous appellent en nous disant « c'est très bien de vous occuper de nos postes clés ». Parce que sur mon autre société qui s'appelle OP Search, on ne fait que des postes à plus de 100 000 euros de salaire, mais en disant c'est très bien de vous occuper de ces gens-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les postes d'en bas. Mais on ne va pas les chercher pareil. Excusez-moi, un chaudronnier qui est sur les chantiers navals et qui est très bien payé, qui est content, enfin, je veux dire, comment on fait pour aller chercher un chaudronnier ? Eh bien, c'est très simple. On a affaire à des gens qui ne répondent plus à rien. Il faut aller les chercher. Physiquement presque. Oui, et on adapte la chasse de tête à ces métiers-là. Autrefois, la chasse de tête pure, c'est quoi la chasse de tête rapidement ? C'est d'aller identifier des gens sans les job boards, sans les bases de données, sans les CVTech, sans les annonces, directement sur là où ils travaillent. Sur site. Presque, en trouvant leur numéro de portable, en trouvant leur nom, en trouvant leur téléphone. Donc il y a un travail de recherche. C'est de l'investigation, c'est plus du recrutement. Et donc on fait de l'investigation. C'est un métier de journaliste d'investigation, c'est un métier de généalogiste qui travaille dans des études successorales. C'est tout ces métiers. C'est exactement ça. Une fois que vous avez le mail et le portable, ensuite il faut enclencher, il faut passer le coup de fil. Sachant que le plus dur, c'est d'avoir le nom de la personne, exact. parce qu'on ne la connaît pas. On sait quelle est sa fonction dans l'entreprise qui nous intéresse. C'est un vrai travail d'investigation. On trouve son nom, son numéro et on l'appelle. Et ce qui ne veut pas dire qu'à ce moment-là, vous avez fait une grande partie du chemin, mais ce n'est pas gagné. On a 70% des gens qui partent du principe que quand ils sont appelés par un chasseur de tête, ils répondent. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu des Pères Noël. On arrive avec une opportunité. Et donc, généralement, on ne claque pas la porte au Père Noël. Et donc, ils nous écoutent en disant quelle opportunité avez-vous à me présenter ? Donc, même sur ces fonctions-là. Oui, donc même âgé, on y croit au Père Noël, là. Oui, bien sûr, tout le monde y croit. Les métiers sous tension pénurique dont on parlait, c'est quoi ? Je parlais des chaudronniers, on le sait, des soudeurs. Technicien de maintenance, infirmière de bloc opératoire, on appelle ça des IBOD, le personnel soignant dans la restauration, dans l'industrie, les commerciaux, dans toutes les développeurs, toutes les fonctions pénuriques. Dès lors que vous mettez une annonce et que vous n'avez plus de retour, dès lors que vous passez par des cabinets de recrutement et que les cabinets ne vous trouvent pas de candidats, de façon classique, annonce, job board, etc., il faut passer par un chasseur de tête. Et on est aujourd'hui le seul cabinet de chasse en Europe à faire ces postes-là. Obligation de moyens, obligation de résultats, je parle à vos clients. Il y a une promesse au bout où vous leur dites on n'est pas quand même sûr de gagner à chaque fois ? Obligation de moyens, je ne vais pas dire garantie de résultats, mais dès lors qu'on approche le marché de façon exhaustive, je vous donne un exemple. On a un client il n'y a pas très longtemps qui nous dit je cherche un spécialiste en missiles exo-atmosphériques. C'est une niche. On ne connaît pas le poste, on y va, on trouve le poste. À l'inverse de ça, on a un client qui nous dit je cherche un mécanicien auto parce que je suis un concessionnaire dans le Loiret et je cherche un candidat, il n'y en a plus. Très beau département au demeurant. N'est-ce pas ? On lui en trouve 210. On approche tous les mécanos automobiles qu'on ne peut trouver avec nos moyens. Et là, vous ouvrez la... Et il nous dit, mais comment vous avez fait ? Il n'y a plus de candidats sur ce marché. Ouais, c'est vrai. On en trouve 210, on en approche 96 entretiens téléphoniques de 35 à 45 minutes pour finalement lui trouver son candidat, sa perle rare, alors qu'il était à 2 doigts de fermer sa concession. Génial. Donc c'est un travail titanesque. Ouais, quand c'est même. Un travail d'investigation. Et donc c'est un fichier que vous gardez, j'imagine, quand vous avez le fichier de 210. Bon, on le garde celui-là quand même. Eh bien pas tellement, parce que figurez-vous que les fichiers sont périmés très vite. Exact. Un candidat qui vous dit non tout de suite, il vous dira peut-être oui dans 4 mois, et s'il vous dit oui tout de suite, dans 6 mois, il a peut-être trouvé ailleurs. Oui. Donc les fichiers sont pénuriques. C'est passionnant, Olivier de Préville, votre mission et celle de vos collaborateurs, parce qu'il y a 2 entités, vous l'avez évoqué. Merci beaucoup, vous êtes le président, je le rappelle, et le fondateur de Headhunting Factory, avec une chasse de tête très particulière. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'accompagne pour faire cette belle émission. Merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse au son, et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat qui m'accompagne et qui me parle dans l'oreille. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.